La nuit était déjà très avancée. On approchait des derniers affrontements, des combats de lutte qui désigneraient les derniers vainqueurs de cette première nuit, et l'excitation était à son paroxysme. Il y avait sur la scène un des nombreux artistes qui avaient présenté un numéro en solitaire. Comme la plupart des autres, il avait le visage entièrement maquillé de blanc et le corps bariolé de peintures de couleurs différentes. Il portait un pantalon de raffia qui lui arrivait à mi-mollet. Pour exécuter son numéro, il avait disposé plusieurs instruments autour de lui. Parmi ceux-ci, il y avait un bâton, un tue-mouche, un sceptre représentant une gazelle, symbole du royaume. Il prenait les instruments les uns après les autres pour mimer son récit et mieux l'illustrer avec sa chorégraphie. Il mimait maintenant un homme qui se faisait attaquer par une petite bête représentée par une sculpture en bois. Elle ressemblait à un insecte. L'homme était à présent mort. L'artiste se releva et continua sa représentation. Beaucoup suivaient la scène distraitement, mais bientôt quelques-uns se rendirent compte que plus qu'une danse, l'homme était en train de raconter une histoire. Il bougeait au rythme de la musique, mais il ne dansait pas vraiment. Petit à petit, on put déceler des similitudes entre l'histoire racontée et les événements survenus les derniers mois dans le royaume. À présent, c'était un homme qui se faisait pratiquement bannir de son village. Il y avait bien quelques personnes qui suivaient le spectacle avec plus d'intérêt que tous les autres. Le roi, la reine, la princesse, le prince, Mokossi et 2 ou 3 autres conseillers. Du coin de l'œil, Kana guettait les réactions du roi, mais ce dernier ne laissait rien paraître, si ce n'était pas un profane intérêt. En effet, il avait compris qu'il avait là le récit de tout ce qui s'était passé et dont il n'avait aucun souvenir. Il fut le seul à apprendre quelque chose de nouveau, jusqu'à ce que l'homme mime le mariage. Tous découvraient maintenant ce qui, selon l'artiste, devait se passer après cette union. Il avait sorti d'un sac 2 boules de terre cuite qu'il avait placées devant lui. Malheureusement, il n'eut pas eu le temps d'en faire plus. Le maître de cérémonie était soudain intervenu en faisant de grands gestes au mime, lui signifiant que ce temps était écoulé et qu'il devait céder la place. Sous sa tenue bariolée et son visage maquillé, personne ne remarqua que le maître de cérémonie n'est plus le même que celui qui avait accordé l'espace de présentation à l'artiste. Ce dernier tenta vainement de protester. Déjà, une équipe envahissait la place pour le jeu suivant, sous les cris de la foule en délire. L'équipe du prince étranger revenait en piste. Elle avait passé tous les obstacles et s'apprêtait à disputer la victoire finale à la meilleure équipe de l'Ouémo. Elle avait envahi la scène si vite que le mime décida de s'en aller tout aussi vite, abandonnant sur place une bonne partie de son matériel. L'essentiel pour lui, dans l'immédiat, était plutôt de disparaître, d'échapper aux hommes de Kana, qui essaieraient inévitablement de mettre la main sur lui en cédant de la confusion qui régnait. En effet, le fait d'avoir exposé les sphères ne manquerait pas d'être la preuve pour Kana qui n'avait en face de lui personne d'autre que Zola, et le fils de Gao le savait. Mais il lui avait fallu user de ce stratagème pour faire comprendre au roi et sa fille que le prince ne possédait que 2 sphères et que tout n'était pas complètement perdu. Mais il n'avait pu arriver au bout de son scénario. Il n'avait pas eu le temps de faire comprendre que Kana se servirait de la princesse pour obtenir la 3e sphère qu'il convoitait. Et pour lui, Zola, le dilemme était des plus difficiles. Toute la journée, il avait réfléchi à un moyen de joindre le roi ou sa fille, et il n'avait trouvé d'autre méthode pour le faire sans risquer de n'impliquer personne d'autre que lui-même. Il avait bien essayé de passer par son cadet, mais s'était vite aperçu que ce dernier était sous surveillance. Il avait alors mis au point son sketch, dont une partie était tout de même improvisée sur scène. Il s'était attendu à ce que Kana réagisse, mais il n'avait pas pensé qu'il le ferait si vite. Cette réaction prouvait, en tous les cas, que la dernière partie de son scénario se rapprochait de la vérité. Sinon, pourquoi l'interrompre? La vie du roi était donc en danger. Ce dernier l'avait-il compris? Car il y avait déjà un peu de confusion lorsque Zola en était arrivé à mimer ce passage. Il avait fallu un moment de réflexion pour que le fils de Gao en arrive à conclure où le prince étranger voulait en venir. Kana avait eu les 3 sphères en sa possession. Qu'avait-il donc attendu
au lieu de réaliser son objectif immédiatement. C'était soit de la vanité de sa part de vouloir épouser la princesse, soit cela était une condition nécessaire. Mais alors pourquoi? En voyant plus loin, il comprit. Ce n'était pas épouser la princesse qui était une fin en soi, mais l'opportunité que cet acte lui procurait. Devenir roi, c'était ce que voulait Cana. C'était nécessaire pour lui et il devait le devenir ce soir, puisque tout devait se terminer ce soir. Et le seul moyen de devenir roi ce soir pour lui était précisément de tuer le roi. Prévenir ce dernier n'aurait servi à rien. Il n'aurait rien voulu savoir. Il était encore visiblement envoûté puisqu'il avait célébré et assisté tranquillement à la cérémonie. Soudain, alors qu'il s'était déjà pas mal éloigné pour se mettre à l'abri, il entendit des cris. L'affrontement avait commencé entre les deux dernières équipes candidates à la victoire. Cette finale se disputait sur une partie de Congo. Les joueurs étaient tendus. Le public était tendu. Une tension d'autant plus exacerbée que le maître de cérémonie semblait favoriser légèrement l'équipe du prince étranger. Le roi était encore éberlué par cette atmosphère à laquelle il n'était pas ou plus habitué. Il se demandait s'il devait intervenir lorsque la situation semblait devenir délicate. Mais il se ravisait, craignant de paraître étrange, car forcément ce n'était pas une attitude qu'il aurait eue normalement. Étant donné que la tension retombait de toute façon assez vite pour laisser le jeu se poursuivre, cela lui facilitait la décision de ne rien faire. De temps en temps, il regardait du côté de Cana. Le visage du prince était de plus en plus hostile et il était de plus en plus nerveux. À quoi était-ce dû? Au face-à-face? Son équipe était certes en mauvaise posture, mais rien n'était encore joué. La rencontre n'en était à peine qu'à la moitié. Non, il avait plutôt l'impression d'attendre quelque chose qui ne venait pas ou tardait à venir. Est-ce que cela avait un rapport avec le sketch qui avait précédé la finale en cours? Le roi essayait de se remémorer les derniers gestes du mime lorsque sa fille se pencha vers lui. « Père, tu ne dois pas rester ici, ta vie est en danger, chuchota-t-elle. Et pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est ce que Zola a essayé de nous faire comprendre. Cana en veut à ta vie. Zola? Mais il a disparu depuis longtemps. Personne ne sait ce qu'il est devenu. Crois-moi, père, c'était bien lui. Qui d'autre connaît aussi bien les événements qui se passent ou se sont passés depuis que Cana est là? Le souverain regarda sa fille, l'air effondré. Je suis vraiment navré, ma fille. Je ne sais pas. Ce n'est pas de ta faute. Il s'est passé beaucoup de choses. Tu n'étais pas toi-même. Et Zola l'avait découvert très vite. Il est aussi intelligent que son père, ce garçon. Il mérite le respect pour se battre ainsi pour le royaume. Je ne l'en croyais pas capable. Moi non plus. Maintenant, viens. Non, toi reste auprès de ton époux. Je vais me retirer comme si j'étais fatigué. D'ailleurs, je le suis. Il se leva pour quitter les lieux. Tout se passa alors très vite. Des voix s'étaient déjà élevées, de plus en plus virulentes entre les finalistes. Un des hommes de Cana avait, semble-t-il, contesté une décision du maître de cérémonie. En un éclair, les éclats de voix s'étaient transformés en cris de colère, puis en coups de poing, et enfin une bagarre générale avait suivi, s'étendant jusqu'au public. Le roi s'était arrêté pour voir ce qui se passait. Dans la confusion, il se retrouva isolé, au milieu d'hommes qui se battaient. Il vit brusquement le prince Cana se dresser devant lui. Le jeune homme avait le visage déformé par la colère et la haine. Ses yeux brillaient d'un éclat meurtrier. Instinctivement, le roi esquissa un pas en arrière. Mais il ne put aller plus loin. Deux solides gaillards lui barraient la route. Ils le saisirent fermement par les bras. Cana s'était rapproché. Collant presque son visage contre celui du vieil homme, le prince murmura d'une voix rauque. « Ton cadavre pour régner, ton cadavre, oui. Mais point ne m'est besoin de régner. En tout cas, pas ici, pas maintenant. Je veux régner plus tôt. Bien plus tôt. Mais tu ne peux pas comprendre. » Sa voix s'était étrangement radoucie en prononçant sa dernière phrase, alors qu'il sortait un poignard de sa tunique. Tout autour, le désordre était indescriptible. On se battait sauvagement, avec tout ce qui pouvait être utilisé comme arme.
Une bonne partie des torches se retrouvaient à terre, plongeant la moitié de la scène dans l'obscurité. Des hurlements bestiaux fusaient de partout, si bien que personne n'entendit le cri de douleur et de colère du roi lorsque le prince félon lui enfonça la lame en pleine poitrine. Là où tu vas, roi, ne nargue plus le crocodile si tu as encore un pied dans l'eau. Dans un geste désespéré, le malheureux tenta d'enfoncer ses doigts dans les yeux de son meurtrier, mais ce dernier esquiva la tentative. Il essuya son poignard sur la tunique de sa victime, puis disparut dans l'obscurité, escorté par quelques-uns de ses hommes. Derrière lui, le chaos continuait. Ces hommes avaient vraiment fait du bon travail, en suivant ses instructions comme il se devait. Ce ne fut que quelques instants plus tard, lorsque l'un des conseillers remarqua la reine accroupie au sol près d'un corps inanimé, que la nouvelle se répandit. Lorsque Zola, attiré par le vacarme et poussé par un mauvais pressentiment, arriva sur les lieux, un groupe s'était formé autour du mourant. « Tué! Il l'a tué !» Zola se fraya un chemin vers la voie sanglotante et arriva aux côtés de la reine. Elle tenait la tête de son époux dans les mains. « Allumez ces torches !» lança le fils de Gao avec autorité. « Allumez ces torches et qu'on me fasse de la lumière !» Presque aussitôt, la lumière redevint plus forte. Zola vit immédiatement qu'il n'y avait plus rien à faire pour son souverain. Le sang coulait encore par à-coups de la blessure. Le jeune homme s'accroupit près de la reine. Celle-ci le regardait, les yeux remplis d'interrogations. Zola s'essuya furtivement le visage. « C'est moi, ma reine, c'est moi, Zola. »« Oh, mon fils !» pleura la reine. « Que n'a-t-on pas écouté ton père? Il avait raison depuis le début. » Les yeux du roi s'ouvrirent soudain. Il agrippa le poignet de Zola. « Zola, tu dois... Mon roi, je sauverai le royaume. Quoi qu'il m'en coûte, je le ferai. » Le roi se détendit alors, comme soulagé d'avoir entendu ce que voulait entendre du jeune homme. Son regard s'éteignit. À jamais. Zola lui referma les paupières et se redressa. Il avait l'air déterminé. « Lâchez-moi, fils de chien, lâchez-moi !» La voix était celle d'un des hommes du prince. Quelques gaillards le maîtrisaient et l'amenaient vers Zola. « Lâchez-le, dit-il. Que fais-tu encore ici? Tous tes complices ont disparu comme des lâches qu'ils sont. J'ai un message pour toi de la part de mon prince. » Il marqua une pause, défiant son interlocuteur du regard. « Parle donc, malheureux. Si tu tiens à la princesse, il t'attend afin que vous puissiez discuter. Tu sais où il t'attend. » Zola avait prévu ce qui arrivait. Cana voulait échanger Ilikia contre la sphère. Il n'avait pourtant pas trouvé de parade et aviserait selon les circonstances. « Tu me pardonneras, mais pour ma propre sécurité, c'est pour ton frère cadet que tu dois montrer de l'intérêt. Mais lui, c'est Opoku qui prend soin de lui. » Zola ne put se retenir. Le revers de sa main s'abattit lourdement sur la tempe de l'homme qui s'écroula. Il se releva en essuyant de sa bouche le sang qui en coulait et ricana. « Ah oui, j'omettais une chose très importante. N'oublie surtout pas qu'il est ton roi à présent. »« Laissez-le partir, » ordonna Zola. Il se tourna alors vers la reine. « Je te ramènerai ta fille, ma reine. Tu peux compter sur moi. »« Que Dieu et les esprits soient avec toi, Zola. » Il s'apprêta à partir lorsque son regard croisa celui de Mokosi. Ils se regardèrent un bref instant, puis Zola partit en courant. Derrière lui, le conseiller s'érigea en rassembleur. « Habitants de l'Ouémo, écoutez-moi! J'en appelle à vous tous. Regardez ce que nous sommes devenus. Nous avons fait confiance à un être qui nous a trahis. Un prince félon, regardez donc où nous en sommes. » Il montra le corps du roi à tous ceux qui étaient massés autour de la sinistre scène. Le premier conseiller Gao nous avait mis en garde, mais nous l'avons méprisé. Oui, nous l'avons méprisé, et il a été déchu.
Mais malgré cette inqualifiable injustice, qui se dévoue pour nous? Qui? Son fils, oui, son propre fils. Celui qui vient de courir à l'aide de notre princesse sans demander l'aide de personne, car il est trop fier pour cela. Pourtant, il risque sa vie. Il risque sa vie pour chacun d'entre vous, pour moi, pour nous tous. Il jeta un regard de défiance autour de lui. Nous ne pouvons pas le laisser aller seul affronter ce diable et ses démons. Nous devons aller lui prêter main forte. Nous devons aller nous battre avec lui. Il a besoin de nous. Allons-y, suivez-moi. Une nouvelle fois, les habitants de Louémont changèrent d'opinion vis-à-vis du prince étranger. La première fois qu'il l'avait vu, il l'avait détesté, simplement parce qu'il ne le connaissait pas. Ensuite, il l'avait adoré, parce qu'il croyait le connaître. Mais il ne connaissait de lui que ce qu'il avait voulu qu'il connaisse. Maintenant, il le détestait à nouveau, non pas parce qu'il ne le connaissait pas, vraiment. Il ne se posait même plus la question. Il le détestait tout simplement parce qu'il les avait mystifiés. Il les avait manipulés avec succès, alors que plusieurs fois, ils avaient eu des mises en garde dont ils s'étaient moqués. Maintenant, ils s'en rendaient compte. Alors la honte qu'ils éprouvaient se transforma en colère, une colère qui leur dicta leur conduite. Ils furent ainsi plusieurs dizaines parmi les plus lucides à suivre Mokosi dans la gorge de Dieu. Zola avançait avec précaution vers le lieu où Kana l'attendait. Cet endroit ne pouvait être que le plan d'eau qui donnait accès aux grottes souterraines. Mais il avait décidé de ne pas y arriver par un chemin trop évident. Il fallait se méfier. Même avec la princesse en sa possession, le prince était capable de tout pour arriver à ses fins. Il chercherait certainement à le capturer pour mieux le contrôler. Quelques pas plus loin, le jeune homme s'arrêta net. Il ne s'était pas trompé. Il y avait deux hommes dans l'obscurité qui semblaient attendre. Il examina les alentours et remarqua les mailles d'un filet au-dessus du passage qu'il aurait normalement emprunté. Il ne put réprimer un sourire narquois. Pensait-il avoir affaire à un imbécile? Ils auraient tout de même dû avoir une meilleure opinion de lui, étant donné tous les tracas qu'il leur avait déjà causés. Le fils de Gao évita 3 autres pièges qui lui avaient été tendues par les hommes du prince félon. Il arriva enfin sur le rocher en amont du plan d'eau et se mit à observer. Tout était calme. Il ne décela aucun mouvement. Un doute l'envahit. Était-ce le bon endroit? Il regarda encore. À la lueur de la lune, il vit apparaître 3 silhouettes sur son rocher habituel sur le côté du plan d'eau. L'une des 3 était nettement plus petite que les autres. Zola se leva. « Je suis là, Kana, finissons-en !» Les 3 hommes se tournèrent d'un coup vers lui. Visiblement, on ne l'attendait pas de ce côté-là. « Ah ah, tu connais ces lieux comme ta main !» Il reconnut la voix du prince. « Grand frère, il... Tais-toi, crotte de chèvre !» Opoku avait attrapé Nsuka et lui avait mis une main sur la bouche. « Si tu fais le moindre mal à mon frère, s'il lui arrive quoi que ce soit, tu es un homme mort, Opoku. D'ailleurs, tu l'es déjà. Tu n'es pas en situation de proférer des menaces, fils de traître. Et puis quoi? Serais-tu devenu devin? Comme ce pauvre... comment s'appelait-il déjà? Oazaba, n'est-ce pas? » Le ton d'Opoku était provocateur. Mais Zola ne se laissa pas démonter. Nul n'a besoin d'être devin pour savoir ce que ton maître fait de ceux dont il n'a plus besoin. Où veux-tu donc en venir, Zola? Crois-tu qu'Opoku soit un idiot? Lança Kana. Oh, certainement pas. Mais par contre, tu es un maître manipulateur. Il n'y a qu'à voir ce que tu as réussi à faire dans ce royaume, et certainement dans d'autres, car je ne pense pas que ce soit là ta première œuvre en la matière, étant donné la réputation que tu traînes. Opoku et moi, nous nous connaissons depuis notre plus jeune âge. Je le laisse seul juge, car j'ai confiance en son jugement. Mais ce n'est pas là le propos de notre présence ici. Tu es quelqu'un d'intelligent, Zola, et il n'est nul besoin de tergiverser. Où est la princesse? Un nuage couvrit la lune. L'obscurité envahit les lieux, et Zola ne vit plus rien pendant quelques instants. Instinctivement, il s'accroupit. Lorsque la lumière revint, il n'y avait plus qu'une silhouette sur le rocher. La princesse? Tu veux dire la reine?
Mais je l'ai relâché. Ne l'as-tu donc pas vu? Je n'aurais pas fait de mal à ma reine tout de même. J'ai estimé que tu accorderais plus d'importance à ton sang. Me serais-je trompé? Zola ne répondit pas. Fallait-il le croire? Ce serait une fatale erreur. Je veux que tu m'amènes ce que tu me dois ici, et sans tarder. Zola ne tarda pas. Il ne lui servirait à rien de gagner du temps. Il voulait de toute façon en finir au plus vite. Lorsqu'il arriva sur le rocher, Kana n'était plus seul. Il y avait 4 hommes à ses côtés. « Où est mon petit frère ?» demanda Zola en tenant le sac à bout de bras au-dessus de l'eau. « Donne !» aboya Kana. « Mon frère, sinon je plonge, et tu n'auras abouti à rien. » Son bras était toujours au-dessus de l'eau. Il lui suffisait d'ouvrir la main pour que le sac et son précieux contenu tombent. Mais il était prêt à plonger avec. C'était bien plus sûr que de rester à la portée de ce sinistre groupe d'individus, alors qu'ils sauraient tous où se trouve ce que leur maître convoite. Ce dernier fit signe à ses hommes de descendre du rocher. Il se retrouva seul face à Zola. « Tu ne désarmes donc jamais. Qu'essaies-tu donc de prouver? C'est pourtant simple. Tu me rends mon bien et je libère ton cadet. Je n'ai aucune confiance en toi, et ce ne sont pas tes agissements qui changeront mon opinion. Je ne cherche pas à te faire changer d'opinion. Il est beaucoup trop difficile de se défaire d'une réputation. Ce n'est plus une réputation. Tout le monde sait ce que tu as fait cette nuit. Où est mon frère? Mon bras fatigue. Au fait, si tu as tes griefs au sujet de la mort de ton père, c'est à Opoku que tu dois les formuler. Ah bon? Et les autres? Tu auras remarqué qu'ils sont tous morts de la même mystérieuse manière. N'est mystérieux que ce dont on ignore l'essence, lui répondit Zola, qui le regarda froidement et pointa sur lui son index disponible. Pour mon père, et pour avoir tué de sang-froid le roi devant son épouse, où que tu ailles, démon, quoi que tu fasses, je te ferai payer. Le prince baissa la tête, un sourire étrange sur les lèvres. Encore faudrait-il que tu puisses aller où je vais, ou même que nos chemins se croisent à nouveau. Cela, j'en doute fort, mais qui sait? Les esprits ont plus d'un tour dans leur sac. Je ne t'en veux pas particulièrement, Zola, pas plus que je ne veux faire de mal à ton cadet ou à la princesse. Tiens donc, je croyais que tu l'avais libéré. Donne-moi ce sac, sinon je te jure que tu ne reverras ni l'un ni l'autre. Tu m'as déjà fait perdre assez de temps. Zola savait qu'en remettant la sphère à Kana, il n'aurait plus aucun atout en main. Le prince savait-il qu'il connaissait l'existence de la grotte aux sculptures? Il décida néanmoins de bluffer. Tu as intérêt à respecter ta parole, prince félon. Autrement, tu auras une très désagréable surprise dans ton repère rocheux. Il lança violemment le sac vers Kana, qui, d'un réflexe de félin, s'en empara sans quitter son interlocuteur des yeux. Le prince avait été troublé. Que savait donc encore ce type? Il pouvait encore certainement le contrecarrer avant qu'il en ait terminé. Il ne fallait pas prendre de risques. Il fallait l'éloigner le plus possible et l'occuper. Il décida de sacrifier Opoku. Tu trouveras les tiens avec Opoku, près des sables vivants. Puis il descendit rapidement du rocher et disparut entre les arbres. N'ayant pas besoin de le suivre à la trace, Zola le laissa filer et se précipita vers les sables mouvants. Il espérait ne pas arriver trop tard. Opoku était dans une position plutôt inconfortable. Certes, il avait le petit Nsuka comme otage, mais cela ne lui garantissait pas la vie sauve. Au contraire, cela risquait de lui coûter encore plus cher. Une bonne vingtaine de personnes lui barraient le chemin. Derrière lui, il y avait les sables mouvants. D'un bras, il maîtrisait le garçon, et de l'autre, il brandissait une petite cage en osier. « N'avancez pas! Si vous avancez, je libère ces araignées sur le gamin, et il mourra aussitôt !» Mais sa menace n'avait semblé impressionner ses assaillants, puisqu'ils continuaient à avancer. Il n'y avait rien d'étonnant à cela, car nul n'avait jamais entendu parler d'araignées capables de tuer instantanément. Opoku était donc pris à son propre piège. S'il ne faisait rien, les autres seraient vite sur lui.
S'il osait tuer le garçon, sa peau ne vaudrait même pas la cage qui contenait les arachnides. « Arrêtez !» lança une voix. « Il dit vrai !»« Comment cela, il dit vrai? Qu'est-ce que cela veut dire ?»« Il dit vrai !» répéta Mokosi. « Ah oui? Qu'est-ce qui te fait croire une chose pareille? Oui, comment le sais-tu » Mokosi n'eut pas le temps de répondre. Tout à son raisonnement, Opoku pensait avoir trouvé la solution à son problème, montrer les araignées et faire ainsi douter ses assaillants à la vue de leur taille. La lumière des torches que certains avaient lui serait de grand secours. Il fit alors mine d'ouvrir la petite cage. Mokosi ne le quittait pas des yeux. En le voyant faire ce geste, il paniqua brusquement. Les visages de toutes les victimes du bras droit de Kana défilèrent devant lui en le regardant sévèrement. Wazaba, Mongo, Sumai, le vieux Tamsi, Gao. « Non, plus de ça, fils du diable !» hurla-t-il en se jetant sur lui. Ils tombèrent tous les deux à la renverse, tandis que Nsuka se rattrapait de justesse aux branches qui bordaient le piège naturel. La petite cage vola dans les airs. Mokosi n'eut aucune chance d'en réchapper. Il atterrit directement au centre du trou et commença aussitôt à s'enfoncer. Opoku, plus jeune et plus athlétique, réussit à s'accrocher aux dernières branches qui étaient encore à sa portée. Mais il n'eut même pas le temps d'espérer s'en sortir. Ses mains se crispèrent lorsqu'il sentit les morsures. 2 au bras, une 3e dans le cou. Il comprit aussitôt ce qui lui arrivait. Il ne le comprit que trop. L'idée de mourir lui fit tellement peur qu'elle lui arracha un cri de terreur. Un cri qui se coupa net alors que ses organes vocaux se paralysaient. La dernière chose qu'il vit, à la lueur des torches, fut une de ses propres araignées sur son bras qui le regardait de ses 3 yeux noirs. Zola arriva alors qu'on en extrayait son petit frère des branchages. « Mokosi est tombé dans le sable mouvant !» lui lança un des hommes. « Rapprochez les torches, plus près, plus près !» hurla Zola. Mais l'on ne voyait pas grand-chose. Certains avaient cassé des branches pour essayer d'entendre une au pauvre homme. Il ne put entendre que sa voix. « Pardon, Zola. Je vous demande pardon à tous. » Puis plus rien. Un silence étrange s'abattit sur les lieux. Pourquoi a-t-il demandé pardon? Qu'a-t-il fait? Zola gardait les yeux fixés sur le trou béant qui venait d'engloutir 2 nouvelles victimes. Les dernières, espérait-il. Quoi qu'il ait fait, il n'a pas hésité à se sacrifier pour un autre. Ce geste seul mérite que nous lui accordions notre pardon, car le condamné ne changerait rien. « Grand frère, ils ont emmené la princesse dans l'eau tout à l'heure, et elle n'est pas revenue. » À ces mots, et avant que quiconque n'ait pu réagir, Zola disparut dans l'obscurité. Zola nagea prudemment, craignant que Kana n'ait placé quelques sentinelles sur le parcours. Mais il ne rencontra personne. Lentement, il émergea en vue du lieu fatidique. Il resta dans l'eau et observa. Il y avait une lumière diffuse qui semblait émaner de nulle part. 2 hommes maintenaient la princesse au pied de l'autel central, en haut duquel Kana était prostré. La 3e sphère était logée dans la soucoupe. Du côté où se trouvait la princesse, il y avait 3 autres hommes, tandis qu'il y en avait 5 autres de l'autre côté du cours d'eau. Ils paraissaient prêts à intervenir à la moindre intrusion. Le rire du prince étranger attira l'attention de Zola. « Viens donc, Zola, viens, je t'attendais. » Le jeune homme s'avança. Les gardes se regardèrent, puis écarquillèrent les yeux en voyant apparaître le fils de Gao. Ce dernier approcha et sortit de l'eau du côté de la princesse, sans quitter Kana des yeux. « Ainsi, Opoku est mort, dit le prince. Je lui avais bien dit d'utiliser des méthodes plus directes. Mais il avait la passion de ces petites bêtes. Peut-être est-ce mieux ainsi. » Zola s'était arrêté près de la sphère et regardait Kana. Celui-ci reprit. « Tu dois sans doute t'interroger comment je peux savoir ce qui vient de se passer là-haut, n'est-ce pas? Vois-tu, toi et moi ne sommes pas vraiment du même monde. Ces sphères que tu connais déjà me permettent beaucoup de possibilités. » Il marqua un temps d'arrêt. Zola avait continué d'avancer, mais les gardes s'apprêtaient à lui barrer la route tandis que la princesse se débattait. « Mais la plus grande possibilité,
C'est celle qui va me permettre de retrouver mon rang. Oui, mon rang. Car à l'époque où nous sommes, je devrais être roi. Zola essayait d'analyser les propos du prince. Il ne comprenait pas. Il décida de le pousser à parler. Mais tu es roi. Tu es roi depuis que tu as lâchement assassiné le roi Bidier. Ha ha. Par pitié, ne sois pas ridicule. Cana, roi de Louhémo, me crois-tu aussi peu ambitieux? Je te parle d'un royaume, un vrai, pas d'un amas d'habitations ridicules. Je te parle d'un royaume qui représente le centuple de la petite cour qui est ton ridicule univers. Le prince s'était laissé emporter, irrité par la remarque ironique de Zola, mais il se ressaisit. La lumière devenait de plus en plus vive. Les sphères s'étaient mises à briller et une sensation étrange envahissait l'atmosphère. Où trouveras-tu un si grand royaume, démon? Le mien, Zola, le mien, celui que mes frères m'ont ravi alors qu'ils me revenaient de droit. Ah, ainsi tu vas à nouveau leur livrer bataille. Oh non, nul besoin de cela. Je viens de te dire que ces 3 sphères me feront retrouver mon rang. Veux-tu savoir comment? Il fut envahi d'un rire nerveux. Je vais te le dire. Mais tu auras de la peine à me croire. Je n'y ai pas cru moi-même au départ lorsque ce personnage, qui se dit un de mes ancêtres, m'a proposé ce marché. Quel personnage? Quel marché? Zola se demandait où le prince voulait en venir. Disait-il la vérité? Mentait-il? Ou un peu des deux? Ou bien cherchait-il simplement à gagner du temps? Oui, il cherchait à gagner du temps. Quel que fût ce à quoi les sphères serviraient, Cana avait déjà amorcé le processus et il gagnait du temps en attendant la phase finale. Zola devait tenter quelque chose. Mais il ne pouvait rien tant que la princesse serait aux mains du prince félon. Votre gorge de Dieu, comme vous l'appelez, n'est autre que le repère d'une créature que je ne qualifierais pas de aimable. Mais qu'importe. Il m'a proposé quelque chose qui me convenait. Je l'ai accepté. Pour la suite, lorsqu'il sera libéré de sa geôle, ce qui se passera ici ne me concernera plus. Je vivrai à une autre époque, dans un autre temps. Zola n'eut pas besoin d'en entendre plus pour comprendre. Ce que venait de dire Cana était hors du commun, incroyable. Il se trouvait dans une situation pour le moins inhabituelle et tout était envisageable. Il fit toutefois mine de ne pas avoir saisi. Un autre temps? Mais que racontes-tu? Tu perds la tête. Libère donc la princesse. Elle ne t'est d'aucune utilité. Comment d'aucune utilité? Je te rappelle que je vais être roi, que je le suis déjà, et elle sera, et est déjà ma reine. Par conséquent, je la garde. Il tourna la tête vers la jeune femme. Une telle beauté me convient parfaitement. La princesse lui jeta un regard incendiaire et tenta de lui cracher dessus. Mais il était trop loin et le crachat arriva à peine à ses pieds. « Je n'ai pas besoin de toi pour me faire respecter !» siffla Elikia en envoyant un genou dans le bas-ventre d'un de ses gardiens, qui s'écroula de douleur. Le deuxième l'enlaça par derrière. Elle réussit à lui planter ses dents dans l'avant-bras. Il hurla, mais ne lâcha pas prise. Un troisième garde intervint rapidement en l'assommant d'un coup sur la tempe. « Hey, doucement tout de même! Ne me l'abîmez pas !» cria Cana en faisant mine de s'offusquer. Zola n'avait pu s'approcher. Armés de leurs lourdes lances, 4 gardes le maintenaient en respect. Ils avaient traversé le cours d'eau sur un ordre crié par leur maître. « Hé, vous autres !» les interpella Zola. « Comment pouvez-vous être aussi fidèles à quelqu'un qui va vous abandonner ?» Les gardes ne bougèrent pas. « Oui, vous l'avez entendu comme moi, il a passé un accord avec un démon qui va se libérer de sa prison, et ainsi agir à sa guise sur les humains. Et lui, où sera-t-il? Il sera ailleurs. Il n'en subira aucune conséquence. Vous croyez qu'il va vous emmener avec lui? Tais-toi, chien! Cria Cana. Vous croyez sans doute qu'il pense à vous? Mais ouvrez donc les yeux. Opoku est mort, et qu'a-t-il ressenti pour lui? Rien du tout. Il a pourtant vécu avec lui depuis son enfance. L'air s'était soudain mis à vibrer. Brusquement, un rayon orangé relia les 3 sphères et la lumière se mit à baisser progressivement. Profitant du doute qu'il avait créé dans l'esprit des gardes et de la stupeur engendrée par l'apparition du rayon, Zola passa à l'action. Avant tout, il fallait empêcher Cana d'amener la princesse avec lui dans son retour vers le passé.
Il fonça sur les gardes qui le surveillaient. Il arracha la lance des mains du premier qui se présenta, le poussant violemment dans l'eau. Avant que les autres ne puissent réagir, il parcourut au pas de charge à distance qui le séparait d'Elikia. Il enfonça le manche de la lance dans le plexus d'un des gardes, tandis que le second recevait son coup sous le menton avec une violence inouïe. Les deux étaient hors combat. Le troisième ne fut pas surpris et tenta de l'embrocher. Zola esquiva l'attaque et le contra d'un coup de pied dans les côtes. Le garde tomba à la renverse, mais se releva aussitôt, bondissant sur Zola, sa lance en avant. Une nouvelle fois, le jeune homme évita la dangereuse pointe. Dans son élan, le garde alla s'étaler sur les escaliers menant à l'hôtel que Cana était en train de descendre. Il attrapa son garde par le bras et le repoussa brutalement vers Zola. « Tue-le, incapable !» lui ordonna-t-il. L'homme parut hésiter, en jetant un regard plein de défiance à son maître. Puis brusquement, il lui tendit la lance. « Fais-le donc toi-même !» répliqua-t-il. Le prince fut tellement surpris qu'il en resta paralysé un court instant. Puis, se saisissant de l'arme, il l'enfonça avec un cri de rage dans la gorge du malheureux. « Pour qui te prends-tu, fils de hyène » hurla-t-il. « Osez me défier, moi qui ai le pouvoir de voyager dans le temps !» Il sortit son poignard et se dirigea vers Zola, qui tentait de réanimer la princesse. Le rayon qui reliait les trois sphères s'était mis à onduler et il faisait de plus en plus chaud. « Écarte-toi d'elle, chacal, elle m'appartient. Rappelle-toi qu'elle est ma femme, elle part avec moi. »« Jamais !» répliqua Zola en se redressant. « Plutôt mourir. C'est un vœu que je peux très facilement exaucer. Et de suite !» Le prince tourna la tête vers ses hommes et leur fit signe de s'attaquer à son adversaire. Ils n'obéirent pas. Au contraire, ils reculèrent, signifiant ainsi au prince félon qu'il devait se débrouiller seul. « On dirait qu'il va te falloir ne compter que sur toi-même, » le provoqua Zola. « C'est ce que j'ai toujours fait !» répliqua le prince en bondissant vers lui, poignard en avant. Zola aussi bondit, mais en arrière. Un bruit de vent emplit soudain la grotte. Pourtant, il ne soufflait aucun. Cana s'arrêta et regarda vers la soucoupe. La sphère était devenue rouge vif et une auréole verdâtre s'en dégageait, grandissant rapidement. « Je n'ai plus de temps de jouer avec toi, Zola. Adieu !» Il avait saisi son poignard par la lame et s'apprêtait à le lancer sur le jeune homme. Il ne put le faire. Un violent coup de pied derrière le genou le déséquilibra. Profitant de la surprise créée par cette intervention de Elikia, Zola s'élança sur le prince, les deux pieds en avant et le frappa de plein fouet à la poitrine. Cana tomba en arrière vers les marches de l'escalier. Il se releva aussitôt et se remit en position de combat. Il jeta un bref coup d'œil vers la sphère dont l'auréole atteignait maintenant la moitié de la hauteur de la grotte. Puis il regarda à nouveau Zola, derrière lequel la princesse était allée se réfugier. Il fit un pas vers eux, les yeux emplis de colère, puis regarda vers la sphère. L'auréole s'était stabilisée. « Je te tuerai, Zola !» hurla-t-il. « On se reverra un jour, et je te tuerai !» Il remonta les marches en courant précipitamment. Il entra dans l'auréole qui virait au rouge. « Bien le bonjour à Loki, votre nouveau maître ! Ha 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 !» Zola hésita un bref instant, troublé par ce qu'il voyait. Dans l'auréole, le prince étranger était en train de se transformer. Tout doucement, il devenait un animal. Zola ne put distinguer immédiatement lequel c'était. Mais petit à petit, il reconnut le corps d'un félin, une panthère. Cana se transformait en panthère. C'était donc lui qu'il avait aperçu sur le rocher. Il se précipita pour ramasser une lance. Lorsqu'il releva les yeux, la métamorphose était achevée. La panthère, immobile, le regardait armer son tir. La pointe alla se figer dans la poitrine de l'animal, qui se redressa en rugissant. Un tourbillon envahit alors l'auréole, et elle se mit à monter. Le prince félon animal se dématérialisait dans un rugissement assourdissant. Le rayon reliant les trois sphères disparut. Les deux sphères sur les côtés redevinrent noires. Tout se passait très vite. Un éclair envahit toute la grotte dans un bruit de tonnerre, et soudain, tout redevint calme, comme s'il ne s'était jamais rien passé. « Mon Dieu, Zola, qu'allons-nous donc devenir ?» La princesse se jeta dans les bras du jeune homme. Il la serra contre lui. Un bruit les fit sursauter. C'était la lance qui retombait à l'endroit même où se trouvait la panthère quelques instants plus tôt. Le son qu'elle produisit sembla résonner pendant une éternité.
Allons-nous-en d'ici. Et Lykia avait saisi la main de Zola et le tirait vers l'entrée de la grotte. Elle n'était visiblement pas du tout à son aise. Le jeune homme lui serra la main pour la rassurer. Les hommes de Cana étaient près d'une des sphères et tenaient un conciliabule. Finalement, l'un d'eux se dirigea vers le couple. Il posa un genou à terre. « Honorable princesse Lykia, nous avons fait beaucoup de mal à toi et à ton peuple, mais nous pensions agir dans le bon sens. Pourras-tu jamais nous pardonner ?» La jeune femme leva les yeux vers Zola. « Ces hommes ont cru en un souverain qui les a trahis, » dit celui-ci. « Ils ont montré qu'ils sont capables d'une fidélité sans faille, mais aujourd'hui, ils demandent pardon pour une faute qu'ils reconnaissent avoir commise. » Lykia ramena ses yeux sur le garde. « Vous venez en effet de faire preuve d'une incontestable fidélité, je dirais même une fidélité aveugle envers votre maître. Pourriez-vous avoir le même dévouement envers un autre ?» L'homme n'eut pas le temps de répondre. Un bruit de verre brisé retentit. La sphère qui se trouvait dans la coupole venait d'exploser, libérant une flamme qui se scinda en deux pour être absorbée par les deux autres. Aussitôt, un rayon ocre partit de l'une vers l'autre et se mit à grandir en son centre, juste au-dessus de l'eau. Très vite, un être hideux et sombre commença à y prendre forme. « Loki !» murmura machinalement Zola. Il n'avait pas la certitude d'avoir arrêté le prince dans son entreprise, mais il savait qu'il lui devait encore s'employer pour épargner à Louémo la domination d'un être venu des ténèbres, sans parler de son engagement envers le roi mourant. Sans plus réfléchir, il se précipita vers la sphère, bousculant les gardes au passage. Elle se mit à briller d'un rouge vif et de la chaleur s'en dégageait. Il la prit des deux mains en prenant soin d'éviter le rayon. Loki le fixait d'un air féroce et il se mit à hurler de colère et de dépit lorsqu'il comprit les intentions du jeune homme. Ce dernier hurla lorsqu'il sentit la chaleur de l'objet pénétrer ses mains. Il surmonta la douleur et de toutes ses forces, il propulsa l'objet contre le mur. La sphère vola en éclats. « Maudit sois-tu, chien mortel! Maudit sois-tu » hurlait la créature, alors que le rayon se mettait à vibrer. Tout doucement, par fragments, le sinistre démon était réabsorbé par la dernière boule. Puis le processus s'accéléra. La masse sombre de la créature disparut complètement en poussant un ultime et sinistre hurlement. Le rayon le suivit immédiatement. La chaleur était de plus en plus forte. La dernière sphère éclata à son tour, libérant une flamme qui se mit à grandir très vite. Un instant absorbé par le spectacle, Zola eut la présence d'esprit et le réflexe de saisir la princesse par la taille et de l'entraîner avec lui dans l'eau. Cette anticipation du jeune homme leur sauva la vie. Le magma de feu explosa littéralement, envahissant la grotte tout entière. Tout ce qui s'y trouvait fut carbonisé. Les débris des sphères, les lances, ainsi que les malheureux gardes du prince étranger qui n'avaient pas eu les réflexes aussi rapides que ceux du fils de Gao. Deux d'entre eux furent happés par les flammes alors qu'ils avaient plongé mais n'avaient pas encore touché l'eau. Il ne resta d'eux qu'une pellicule de cendres sur les sombres flots. Seule la soucoupe en or était restée intacte. Sous l'eau, Zola et Lykia ne virent qu'une lueur d'un rouge intense. Ils sentirent l'eau devenir désagréablement chaude. Après quelques instants, Zola sentit que la princesse manquait d'air. Il colla ses lèvres contre les siennes pour lui insuffler un peu de l'air qu'il avait emmagasiné avant de plonger et la soulagea. Lorsqu'il sentit la langue de la jeune femme se frayer un chemin dans sa bouche, il se dit qu'il était un homme béni. Il espérait que son père et tous ses ancêtres seraient fiers de lui. Il savait qu'il allait rétablir l'honneur des siens d'une manière remarquable. Une fois la lueur disparue, ils refirent surface. Tout était dans le noir. Pas un seul bruit ne se faisait entendre. « Nous n'avons plus rien à faire ici, Lykia. Allons-nous-en. »« Tiens, tu ne m'appelles plus princesse ?»« Pardon, princesse. Appelle-moi comme tu voudras, Zola. » Dans l'obscurité de la caverne, leur voix résonnait étrangement. Zola sortit de l'eau en portant la princesse dans ses bras. Nager en apnée sous les rochers avait été un peu difficile pour elle, mais elle s'en remettait déjà. « Grand frère !» La voix de Nsuka réconforta Zola. Le garçon se jeta dans ses bras.
Il y avait une bonne vingtaine d'hommes avec lui, attendant le retour de son aîné. Parmi eux, il y avait Kalanda. Il était le dernier des grands conseillers du roi Bidier. Il s'avança, une torche à la main. Loués soient les esprits. Nous avons craint le pire, Zola. Que serons-nous devenus sans toi? Puis il se tourna vers la jeune femme. Notre joie de te revoir est inqualifiable, princesse. Nous en avons eu pour notre compte d'émotions et de malheurs pour cette nuit. Je pense que nous en avons fini avec cette période dramatique, vieux Kalanda. Il me semble que nous devons une fière chandelle au fils de Gao. Je serai le dernier à en douter, princesse. La fille du défunt roi Bidier prit Zola par la main en lui adressant le plus beau de ses sourires. Viens, jeune homme, ton peuple a besoin d'un roi. Chers amis, je vous remercie d'avoir suivi cette aventure sur ces 14 chapitres. Vous retrouverez Zola prochainement dans l'épisode 2 de cette trilogie Les éléphants d'ivoire avec le titre Le roi maudit. À très bientôt.